Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Aujourd'hui on se retrouve pour réagir à la deuxième partie concernant l'émission qui est passée sur Egal M6 récemment, qui concernait les idées reçues qui nous empêchent de maigrir. La première vidéo, normalement, parce que là elle n'est pas encore publiée à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo-là, elle est en programmation. J'ai l'impression que j'ai pas eu de soucis particuliers avec cette vidéo-là concernant les droits d'auteur. Croise les doigts, touche du bois. Donc je suis en train de tourner la deuxième en espérant que tout ne tombe pas à l'eau entre temps. Donc comme d'habitude je le répète, ce que je vais pouvoir dire dans cette vidéo ne repose que sur mon avis personnel et professionnel. Bien entendu vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Comme vous vous en doutez, je ne passe pas toute la vidéo, parce que des fois j'ai des réflexions comme quoi je choisis bien les vidéos, les extraits qui m'intéressent pour bien descendre le truc. On est bien d'accord que de toute façon à la fin je fais un bilan pour dire quand c'est positif, négatif, mais on est bien d'accord que passer... Déjà, j'ai envie de faire des vidéos courtes. Alors si en plus de ça, je passe à un format de vidéo d'1 heure, tout ça pour passer parfois les 3/4 de la vidéo à dire je suis d'accord, et n'avoir rien à rajouter, je vois pas l'intérêt en fait. Ouh, et en plus je crache, de faire ce genre de vidéo. Clairement, ouais, pour moi il n'y a pas d'intérêt de regarder ce genre de vidéo, donc faire ce genre de vidéo c'est pas forcément ce qui m'intéresse non plus. J'ai juste envie de réagir, en fait c'est juste comme si j'étais en train de regarder l'émission avec vous et que j'étais en train de me dire bah voilà, là il y a des moments où j'ai envie de réagir, il y a des moments où j'ai pas envie de réagir, et puis c'est tout. Donc je réagis forcément que au moment où j'aurais réagi si j'étais devant avec vous en train de regarder cette émission. Donc c'est parti, on regarde la deuxième partie qui m'a l'air de durer un petit peu plus longtemps. On va voir ça ensemble. À Issy-les-Moulineaux, Julien remonte lui aussi sur le vélo. Avec 40% de masse grasse au lieu des 15 à 20% recommandés pour un homme, il a du pain sur la planche. Le but de l'exercice, entre autres, est d'atteindre les 133 battements par minute. J'ai chaud. Je commence à avoir chaud, à être essoufflé, mais vous n'entendez pas moins de la machine. On estime que la difficulté qui est ressentie à la remise en activité physique, eh bien, elle va nettement s'améliorer au bout de 4 semaines. On se sent moins essoufflé et généralement, ça motive à continuer. Retour chez Julien, 42 ans et 104 kilos au début de l'expérience, avec pour objectif perdre entre 5 et 10 kilos en 3 mois. Au bout d'1 mois et demi d'expérience et après avoir opéré un véritable virage dans son hygiène de vie, les efforts de Julien vont-ils se voir sur la balance? 99,3. On est passé en dessous des 100 kilos. Bon, on est sur la bonne voie, 5 kilos en un petit peu moins de 2 mois. 5 fruits et légumes par jour, voilà, c'est pour tes fruits. Le problème en fait, et qu'on a vu dans l'autre vidéo donc React que je vous ai fait sur cette émission-là qui était sur la première partie, c'est qu'on voit en fait que les quantités ont été revues à la baisse, et forcément vu que les quantités sont revues à la baisse, on mange moins, et vu qu'on mange moins, bah forcément on apporte moins de calories, et vu qu'on apporte moins de calories et qu'on en dépense plus en faisant du sport, vu que là c'est un contrôle des quantités mentales et pas quelque chose de physique, on répond pas aux besoins du corps là dans cette expérience là. Donc forcément, si la dépense énergétique devient supérieure à l'apport énergétique, le poids il commence à descendre. Et ça c'est valable pour tous les régimes, tous les rééquilibrages alimentaires. C'est qu'à partir du moment où on n'écoute plus son corps et où on augmente à donf la dépense énergétique en faisant du sport pile dans cette période-là, exprès pour faciliter la perte de poids, et puis qu'on voilà, réagence un petit peu l'équilibre alimentaire et qu'on se force à manger contre les besoins de notre corps, qu'on s'oblige à manger 3 repas par jour à des heures bien précises, enfin dès qu'on commence à se mettre un cadre, sur le court terme ça va faire perdre du poids, mais sur le long terme malheureusement, ben, il y a des chances que là les personnes les reprennent parce qu'ils vont passer dans une phase de compensation avec plus d'envie de manger, enfin ça va être de plus en plus dur à tenir sur le long terme. Mais le sport, moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre de pouvoir mieux réguler les émotions, et mine de rien ça va vous permettre aussi d'avoir une meilleure perception de votre corps, d'être aussi plus à l'écoute de votre corps. Et qui dit être plus à l'écoute de votre corps, hors contexte rééquilibrage alimentaire, quand vous êtes dans un contexte d'écoute des besoins de votre corps comme dans l'alimentation intuitive, bah ça va vous faciliter en tout cas le fait de ne pas prendre de poids, donc dans le meilleur des cas d'en perdre, parce que vous allez être plus à l'affût des signaux que votre corps vous envoie.
C'est dans l'hypoderme que se logent nos cellules graisseuses sous-cutanées, entre la peau et les muscles. Lorsqu'elles sont trop remplies, elles forment des protubérances qui poussent la peau vers le haut et font apparaître l'aspect peau d'orange. Ce sont les hormones qui orientent la répartition des graisses. Chez l'homme, la testostérone aiguille le stockage au niveau du ventre. Ce qui provoque cette forme de pomme dite androïde. La graisse y est profonde et donc ne crée pas de cellulite. Chez les femmes, les œstrogènes poussent la graisse à se stocker au niveau des hanches et des fesses, d'où cette forme de poire dite gynoïde. Ces réserves graisseuses sont utiles en cas de grossesse ou d'allaitement. Voilà. Alors c'est désagréable parce que ça se voit, mais on peut quand même consoler les femmes parce que cette graisse sous-cutanée n'est pas dangereuse. Ce qu'on considère comme dangereux, c'est la graisse qui se dépose dans les organes profonds du ventre ou bien dans les artères. Mais alors ça, c'est plutôt, là, les hommes qui sont défavorisés. Plus les hommes, mais c'est vrai. Donc, je dirais, aux femmes, la cellulite, aux hommes, la graisse profonde, avec les risques de maladies cardiovasculaires qui s'en suivent. La peau d'orange est donc une affaire d'hormones. Si elle n'est pas dangereuse, beaucoup de femmes aimeraient s'en débarrasser. Il existe des moyens pour l'atténuer, et l'un des plus efficaces, c'est la gymnastique aquatique. Alors là, Agnès est en train de faire de l'aquabike. Pourquoi le fait de pédaler dans l'eau va améliorer l'aspect visuel de la cellulite? Alors, ça agit sur deux niveaux de la cellulite. Le premier, c'est le côté graisseux. Il y a un effort musculaire qui est lié à l'effort qui est dans l'eau. Donc, il y a la résistance de l'eau qui fait qu'on fait les muscles agonistes et antagonistes en même temps. Donc, on a doublé l'effort par rapport à la bicyclette normale. Deuxièmement, il y a la température de l'eau qui est à 28 degrés. C'est pour maintenir le corps à 37 degrés. Il y a un effort calorique supplémentaire à faire. Donc, on perd davantage d'énergie de cette façon-là. Attention, quand vous pédalez, pensez à mettre le talon plus bas que le haut du pied pour faire travailler les muscles profonds. Ces muscles agissent sur le système veineux et lymphatique, ce qui donne de meilleurs résultats sur la cellulite. Ça ne sert à rien de faire ça. Si on va remanger des baba au rhum et des quiches et des pizzas derrière, il faut maintenir un équilibre alimentaire qui fasse qu'on ne va pas restocker. Bien sûr. Merci docteur. Merci beaucoup Agnès. Voilà, vous savez maintenant que la cellulite est un phénomène naturel qui touche plutôt les femmes que les hommes. Je trouve ça hyper intéressant, là, les explications qu'ils ont mis concernant la cellulite, la graisse profonde. Je trouve que c'était important de pouvoir le mettre et que le plus grand nombre puisse entendre ça. Après, la dernière réflexion du médecin qui dit c'est pas la peine d'aller remanger derrière les babas au rhum. Mais pourquoi? Je trouve que c'est encore quelque chose qui vient diaboliser le fait de manger des aliments plaisir, des aliments caloriques. Alors je comprends bien que là ce qu'il est en train de vouloir dire c'est juste que forcément si on surconsomme des calories, bah ça va revenir se stocker là au niveau de l'hypoderme et que ça va du coup réentraîner de la cellulite. Mais quand on est à l'écoute de son corps, on apprend à l'écouter, à répondre à ses besoins. Et donc, il n'y a pas d'apport supplémentaire par rapport à la dépense énergétique. Donc, il n'y a pas de raison que la cellulite vienne se réinstaller si on part juste de ce constat-là de surconsommation de calories. Il est temps à présent de retrouver Alison, à mi-parcours de son expérience. Elle s'apprête à appeler le docteur Kadouche pour lui révéler que son programme est en train de prendre une toute autre tournure. Bonjour Diana. Bonjour Alison. Du coup, je vous ai appelé en fait pour vous annoncer une nouvelle. Je suis enceinte. Ah, c'était un petit peu la nouvelle que j'espérais. Ah, c'est génial. Du coup, je me posais la question au niveau du suivi, s'il y avait des choses qui changeaient. Alors, le but maintenant, c'est de limiter une prise de poids excessive pendant la grossesse. Le fait que Alison soit enceinte est justement une très bonne raison de poursuivre l'équilibrage alimentaire parce que l'idée c'est aussi tout simplement d'éviter une prise de poids excessive pendant la grossesse. Le problème d'être en situation de surpoids ou d'obésité pendant la grossesse pose des difficultés à la fois pour la maman avec des complications qui peuvent être dangereuses, une hypertension artérielle, des prééclampsies, la survenue d'un diabète gestationnel et aussi des conséquences pour l'enfant avec un risque 4 fois supérieur d'avoir malheureusement une fausse couche lors de la grossesse. Ça montre bien au final que même si on est en surpoids ou en obésité, c'est possible. Autre inquiétude pour Alison, son aversion pour les produits laitiers qui l'empêche de manger les 2 yaourts par jour recommandés par le docteur Kadouche.
Est-ce que ça peut avoir une incidence de ne pas avoir assez d'apport en calcium lorsqu'on est enceinte? Alors, ce que l'on a montré, c'est qu'un bon apport justement en calcium, eh bien, cela évite les complications pendant la grossesse et ça permet un bon développement de la croissance de votre enfant et donc une bonne naissance. Je vais vous rassurer, il y a un apport calcique quotidien qui est facile quand même à obtenir, notamment une eau minérale riche en calcium. Une eau riche en calcium que l'on peut trouver dans n'importe quel supermarché. C'est déjà 500 mg de calcium par litre d'eau, soit la moitié des besoins quotidiens d'une femme enceinte. L'autre possibilité, c'est les légumes dits à feuilles. Vous en avez dans le brocoli, vous avez dans le cresson, vous avez dans du chou. Vous en avez aussi dans les oléagineux. Quelques poignées d'amandes dans la journée, parfait, cela participe. Et puis certains légumineux, comme les haricots blancs par exemple. Bon, parfait. Et concernant le programme sportif, même pendant la grossesse, il est important justement de continuer l'activité physique. Puis on essaye de le faire tous les jours. Lorsque l'on est enceinte, il ne faut surtout pas arrêter l'activité physique adaptée. Il est au contraire très bénéfique à la fois pour la maman, pour le fœtus, mais aussi pour l'accouchement, de pratiquer l'activité physique. Par contre, on ne parle pas de performance. L'idée, c'est que finalement, il faut s'écouter. Merci beaucoup. À très vite. Merci, à très vite, au revoir. Concernant les produits laitiers, je trouve ça cool qu'elle ait pu énoncer les autres sources de calcium. Je pense que ça aurait été préférable de le faire au départ. Ça lui aurait peut-être évité de s'acharner à vouloir manger des yaourts qu'elle n'aime pas. Après, comme je l'avais déjà répété, l'équilibre alimentaire ne se fait pas sur un repas, ni sur un jour, il se fait sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines. Donc il n'y a pas besoin de dramatiser. À partir du moment où vous diversifiez quand même pas mal votre alimentation, pas forcément sur le même repas ou sur la même journée, mais en règle générale, si vous n'êtes pas tout le temps focus sur le même type d'aliments, il n'y a aucune raison pour que vous ayez des carences ou des problèmes de santé justement liés à des carences. Et c'est pour ça que la priorité, c'est vraiment de pouvoir écouter les signaux que votre corps vous envoie, notamment vos envies de manger. Si vous avez envie de manger des tomates, allez le plus souvent possible manger des tomates. Si vous avez envie de manger des melons, mangez du melon. Essayez le plus possible d'être à l'écoute de vos envies. Il se peut que ce soit aussi un besoin nutritionnel. Après, s'il y a bien une période où je pense qu'on devrait se lâcher un peu plus la grappe, c'est bien celle-là. Je pense pas que ce soit le moment de se stresser avec le poids que l'on va prendre. À partir du moment où là, il n'y a pas de danger ni pour la maman ni pour le bébé, qu'il n'y a pas de diabète, qu'il n'y a pas d'hypertension ou ce genre de choses, je vois pas mal de mamans du coup qui sont en séance avec moi, qui vont avoir un suivi au niveau comportemental avec moi, qui en cours de route tombent enceintes et qui vont avoir un gynéco ou un médecin qui vont les alarmer en fait concernant la prise de poids pendant la grossesse par rapport à leur alimentation et par rapport au poids. Et alors je comprends le fait que les médecins sont dans la prévention, ils font bien de faire ça parce que je pense que il vaut mieux trop informer et trop prévenir que pas le faire du tout dans certains cas, mais je dis toujours à mes patientes de laisser couler, d'entendre le fait que oui, lui, il a peut-être une petite crainte, mais qu'elles ont fait en sorte de travailler sur leur comportement alimentaire, de travailler sur tout ça pendant la prise en charge et qu'il n'y a pas de raison de faire différemment de ce qu'elles font en fait pendant le suivi. La seule chose, c'est que sur le premier trimestre avec les nausées, il y a des chances pour que la sensation de faim et de satiété soit un peu biaisée. Donc ça va juste demander pendant quelques mois, quelques semaines, de pouvoir être un peu plus à l'affût et de retester parce que on va être un peu dans le flou. En tout cas, c'est ce que me disent mes patientes, c'est qu'elles ont un peu l'impression d'être un peu dans le flou parce que les sensations corporelles ne sont plus vraiment les mêmes parce que forcément le corps change, il se passe pas mal de choses à l'intérieur, donc et voilà, il faut pouvoir se réadapter et réapprendre à connaître son corps pendant cette période de grossesse. Pour arriver à maîtriser son poids pendant la grossesse, Alison va absolument devoir se débarrasser de son addiction au chocolat. Est-ce que je répète encore une fois qu'elle n'est pas addicte, mais ça fait déjà plusieurs fois que j'entends le mot addiction là devant ce reportage. Je crois vraiment qu'ils ont envie de faire passer un message concernant l'addiction au sucre. Alors moi je viens parce que j'ai un rapport assez spécial avec le chocolat. Je ne sais pas m'arrêter. J'ai vraiment ce mécanisme de... en fait d'enchaîner et de me dire j'en ai peut-être déjà mangé 4-5
et de me dire, bon, il en reste que 3 dans la boîte, je vais me les manger, quoi. Donc vous ressentez à ce moment-là des signes qu'on pourrait appeler presque du manque, finalement. Ah oui. Et puis quand j'essaye de réduire un petit peu ma consommation, je vais pas en acheter. On a fini les paquets que j'avais à la maison, même si c'est un dimanche soir, 22h, je suis capable d'aller me chercher une alimentation pour aller m'acheter du chocolat. Et en fait, ça c'est très intéressant parce que finalement, ce que vous venez de dire, ça ressemble aux fumeurs de tabac qui n'ont pas prévu leur quantité suffisante de cigarettes et qui vont aller le dimanche soir où tout est fermé, faire des kilomètres pour trouver leur paquet de cigarettes. Donc finalement, ce parallèle nous fait dire que vous êtes au bon endroit et vous avez tapé à la bonne porte dans un service d'addictologie. Mais le problème, c'est pas qu'elle est addicte au chocolat, c'est juste qu'elle a un comportement alimentaire addictif, ce qui est totalement différent. Là, c'est sûr que si elle n'en rachète pas, elle va être dans une sorte de frustration qui va vouloir exploser, et donc c'est là en général où il va y avoir une compulsion si jamais vous en rachetez ou si vous en remangez, parce que vous n'allez pas réussir à vous arrêter parce que votre inconscient va avoir peur de manquer. D'où le fameux état de manque dont lui parle, mais ça se passe vraiment plus au niveau de l'inconscient, c'est parce qu'on s'est privé en fait qu'il en est état de manque. Si elle n'arrive pas à s'arrêter, c'est pas parce qu'elle est en état de manque, c'est parce que elle est en train d'avoir une distraction pendant qu'elle est en train de manger. C'est parce que son comportement alimentaire, il est tout simplement pas normalisé. Là, elle a un trouble du comportement alimentaire. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que lui, il a pas mis ça sur la faute du chocolat, il met quand même ça sur la faute du comportement, je pense, parce que sinon il aurait dit direct que c'était le chocolat qui rendait addict direct. Je sais pas ce qu'il va dire après, mais on va voir. Mais là, je trouve ça plutôt pas mal qu'il ait pas tout mis sur le dos du chocolat. Et comme pour toute addiction, il existe des méthodes qui vont permettre de corriger le rapport entretenu avec le produit addictogène. Ces compulsions, on peut les gérer par des petites... Il a dit compulsion, il a pas dit addiction. Méthode très simple, comme par exemple un fruit. Et il faut que ce soit simple à réaliser. Une pomme dans le frigo ou une orange toute coupée. Ce sera une petite technique, je pense, qui est tout à fait réalisable. Et ça, c'est important parce que finalement, cette méthode comportementale va être utilisée à la place de la méthode compulsionnelle, entre guillemets, que vous aviez dans l'addiction. Mais ça dépend. Là, elle n'avait pas envie de manger. Elle avait envie de manger du chocolat. Mais j'ai déjà vécu le fait de vouloir remplacer le chocolat ou autre chose par un fruit. Dites-moi en commentaire, est-ce que réellement remplacer le chocolat du soir par un fruit coupé, est-ce que réellement ça va vous faire passer l'envie là de manger le chocolat? Est-ce que réellement là vous vous dites c'est aussi bon que le chocolat, ça me fait autant plaisir? Ça c'est un conseil que tous les nutritionnistes peuvent donner, que même votre voisin pourrait vous donner. C'est pas pour autant que ça fonctionne, parce que sinon je pense que personne n'aurait réellement de problème, parce que tout le monde dans notre société actuelle a entendu dire à un moment donné que oui, il vaut mieux compenser les aliments caloriques par un fruit ou un légume ou ce genre de choses. Alors expliquons-nous pourquoi il y a toujours des problèmes, parce que le problème ce n'est pas l'aliment, c'est le comportement, et si là on change pas le comportement mais l'aliment, on ne change pas le problème. Autre astuce, boire un verre d'eau très lentement afin de se remplir l'estomac et de laisser le temps au cerveau d'oublier l'envie de chocolat. Le verre d'eau va certes remplir votre estomac. Ça, c'est une feinte qu'on peut éventuellement faire quand on a faim. Et je le déconseille à tout le monde parce que forcément la faim, on va juste la masquer, elle va continuer d'augmenter, donc quand elle va revenir de manière un peu plus violente. Là, ce n'est pas de la faim qu'elle a quand elle a envie de manger du chocolat, c'est de l'envie de manger émotionnelle. Donc une envie de manger émotionnelle, vous avez beau boire un verre d'eau, elle ne passera pas. C'est juste que vous serez pleine. Donc forcément, si vous mangez du chocolat derrière, il y a de fortes chances pour que ce soit retour à l'envoyeur. Mais déjà, le fait de boire un grand verre d'eau, dans les 20 prochaines minutes, l'eau va commencer déjà à partir de l'estomac. C'est ce qui part en premier en fait de l'estomac. Donc ça veut dire qu'il va falloir boire non-stop. C'est pas une super astuce parce que quand l'envie de manger va pouvoir être assouvie, cela va prendre des proportions qui vont un peu vous faire peur. Car comme beaucoup d'entre nous, Carole est persuadée que pour arriver à perdre du poids, elle ne doit faire aucun écart. Bon bon appétit les doudous. Merci. Oh, plat, 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 plat. Ah bah oui. Ah, bon, là j'ai envie de craquer.
En fait, j'ai craqué sur un chocolat. Parce qu'en fait, les enfants, ils ont ouvert le chocolat. Et puis, ça s'est éparpillé. Donc, au lieu que ça tombe, hop, direct dans ma main et dans ma bouche. Bon, je suis pas fière, mais bon, surtout que j'ai pas faim. Mais voilà, donc c'est un petit craquage. Et doucement. C'est un petit craquage qui m'arrive de temps en temps. Et le pire de tout, c'est que là, pour elle, c'est un craquage, alors qu'en soi, c'est normal d'avoir envie parfois de manger du chocolat, parce que ça répond à une envie de manger émotionnelle, parce qu'on ressent des émotions, parce qu'on est un humain. Et là, le problème, c'est qu'à force d'avoir diabolisé ce type d'aliment-là, elle va culpabiliser. Et sur le long terme, parce que là, pendant le reportage, on va peut-être pas le montrer, parce que sur le long terme, il y a de fortes chances que là, cette culpabilité redonne des envies de manger puissance 10 000 et que ça donne lieu à des compulsions, parce que la culpabilité, en fait, l'envie de manger émotionnelle est là pour réguler une émotion avec un aliment. Donc la personne va avoir envie de manger un aliment, je le répète, calorique, gras et ou sucré, qui fait plaisir, elle va manger cet aliment, ça va activer l'hormone de plaisir. L'hormone de plaisir va venir réguler le taux d'hormones pour que ce soit de nouveau stable au sein de l'organisme. Le problème, c'est que si en mangeant cet aliment, qui est censé redonner du plaisir et être réconfortant, la culpabilité, si elle arrive, ça fait remonter le taux d'hormones. Donc clairement, c'est un cercle sans fin, parce que au lieu d'accepter que cet aliment est là pour nous réconforter, on va tout simplement empirer les effets que vont provoquer cet aliment-là. Parce que le problème, ce n'est pas l'aliment, mais le comportement alimentaire, et donc là, la façon dont on va voir les aliments. La particularité de Carole, c'est qu'elle est dans l'hyper-contrôle. Elle veut faire finalement le chemin parfait. Il est important qu'elle reconnecte avec ses sensations et qu'elle sorte du cercle vicieux de la culpabilité. Merci, merci, merci. Ça fait du bien. Et s'interdire un écart est une idée reçue. Au contraire, s'autoriser un petit plaisir permet de sécréter de la dopamine, l'hormone du plaisir, un petit coup de pouce essentiel pour tenir dans le temps et perdre du poids durablement. Alors là, j'étais en train de me dire, bon, c'est chouette, ils en parlent, c'est cool. Petit plaisir. Non, il n'y a pas de petit plaisir. Dans ces cas-là, ça fait comme si on se disait qu'on allait faire un cheat meal. Il n'y a pas de petit plaisir à avoir en fait. Il y a juste à écouter ses besoins. Si ses besoins c'est de faire un repas petit-déj, on fait un repas petit-déj. Si son besoin c'est de se faire, je sais pas moi, un dîner avec une pizza 4 fromages, on se fait une pizza 4 fromages. En soi, pour ce type de personne, un petit plaisir ce serait une petite part de pizza. On est bien d'accord que clairement, on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de manger des aliments qui, dans notre société actuelle, sont, on va dire, plus caloriques que des fruits et des légumes. On a le droit de manger ce type d'aliments-là pour un repas et d'en manger plus qu'une petite quantité. En fait, ça me fait penser à la fameuse phrase « on peut manger de tout, hein, mais avec modération ». Non! Pourquoi avec modération? On remet une restriction, en fait. La phrase, je pense que ça devrait être plutôt « on peut manger de tout », mais c'est important de prendre ce temps pour diversifier son alimentation. Je précise, pour être en bonne santé. Confondons pas être en bonne santé et ne pas prendre de poids, qui sont aussi deux choses différentes. Là, ce n'est pas en mangeant des pizzas tous les jours que la personne va, en mangeant des chocolats tous les jours, que la personne va prendre du poids. Et vous êtes aussi nombreux là en cours de route à me dire que ouais, finalement après avoir regardé mes vidéos, avoir commencé à mettre des choses en place seul, que vous vous rendiez bien compte que le problème c'était pas les aliments et que c'était pas le fait de manger en grosse quantité ces aliments, mais que c'était simplement d'avoir eu un comportement alimentaire malsain envers ces aliments-là. La journée, notre estomac sécrète une hormone appelée la gréline qui nous donne de l'appétit. La nuit, nos tissus adipeux sécrètent une autre hormone, la leptine, qui régule notre satiété et nous permet de tenir toute la nuit sans manger. Mais en cas de sommeil perturbé, notre estomac continue à produire de la gréline, ce qui augmente notre sensation de faim, tandis que notre taux de leptine diminue. Voilà pourquoi une privation de sommeil, même temporaire, nous pousse à grignoter jour et nuit et nous fait grossir. Avec un sommeil perturbé, les envies de manger vont être plus fréquentes. Et vu que l'envie de manger n'a rien à voir avec la sensation de faim,
Ah, c'est plus dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, en effet, on va être sujette à plus de prises alimentaires quand on a un mauvais sommeil. Après, voilà, à savoir est-ce que c'est la faim qui va augmenter ou est-ce que c'est l'envie. Moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est l'envie qui va augmenter. Moi, j'ai tendance à manger plus par envie que par faim quand je vais avoir un sommeil perturbé au cours de la journée. Avoir un bon taux de mélatonine la nuit, il ne faut pas avoir la lumière. Et les smartphones avec les écrans LED, il y a une émission de lumière bleue. Et donc cette lumière bleue va bloquer la sécrétion de la mélatonine qui va bloquer la sécrétion de la leptine. Autre conseil pour bien dormir, évitez les horloges dans la chambre qui incitent à surveiller l'heure. Ne buvez pas d'alcool 4 heures avant le coucher car il empêche le sommeil d'être réparateur et évitez le soir les repas gras et copieux. Maintenez une température de 18-19 degrés maximum dans la chambre et couchez-vous dans un lit frais qui favorise une meilleure sécrétion de la mélatonine. Alors, là, je sais pas s'il va le dire après, mais vu que là, je sais qu'ils enchaînent un petit peu, je vais avoir le temps quand même de vous donner des astuces supplémentaires. L'horloge, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, ce que je préfère faire, c'est dire d'avoir son téléphone, mais pas juste à côté de soi, un petit peu plus éloigné et en mode silencieux de chez silencieux, même pas en mode vibreur. Et au niveau de la température, ce que vous pouvez faire aussi sinon, parce qu'en plus surtout que là on est en période d'été, c'est de prendre une douche bien chaude avant d'aller vous coucher ou de prendre un bain bien chaud avant d'aller vous coucher, histoire que vous puissiez après prendre l'air et la température en fait va prendre du temps à se réguler et vous allez pouvoir rentrer dans votre lit en ayant un petit peu plus froid que la température que vous aviez dans la douche. Le truc aussi qui peut être sympa et que moi là je vais essayer de mettre en place parce que moi j'ai des gros soucis de sommeil, je suis autant fatiguée le matin quand je me réveille. Non, peut-être que j'exagère un petit peu. J'ai des gros problèmes de sommeil quand même. Donc je pense que je vais mettre pas mal de choses aussi en place. La chose aussi qui peut éventuellement aider, c'est de couper tous les écrans au moins 1 à 2 heures avant d'aller se coucher et de privilégier plutôt un livre et de se faire une petite night routine, je crois que ça s'appelle. Bref, de se faire une petite routine avant d'aller se coucher pour que le cerveau puisse se conditionner en fait avec le temps à aller se coucher et à faire des nuits un petit peu plus reposante. Pour mieux dormir, Carole a 3 objectifs à remplir. Faire dormir Thomas dans son lit, désencombrer la chambre à coucher et prendre du temps pour elle. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord avec ce qu'a dit la coach du sommeil. Je fais en sorte de manger plus de légumes, donc histoire de me caler quand même suffisamment pendant le repas. Donc j'ai pas la nécessité de me resservir. Et puis bon, bah ça va quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il a réintroduit des légumes pour le caler pendant le repas. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en rajoutant plein de légumes pour caler, en fait, en plus de pas forcément apporter le nombre de calories suffisant, après tout dépend des personnes, c'est pour ça que je dis ça, mais il se peut qu'on n'apporte pas le nombre de calories suffisant avec l'ajout en grande quantité de légumes et que la faim revienne plus tôt dans l'après-midi ou dans la journée ou dans la soirée, selon à quel moment on s'est blindé de légumes. L'autre inconvénient, c'est que en règle générale, on est dans une société où on se dit qu'on a suffisamment mangé quand l'estomac est plein. Alors que normalement, le rassasiement, il est censé arriver avant que l'estomac soit plein. Donc ce processus de dire qu'il faut manger plus de légumes et que je vais manger plus de légumes histoire de pouvoir me caler avec des légumes, on reste sur cet aspect en fait d'estomac plein alors qu'on pourrait travailler plus naturellement avec la sensation de rassasiement et une éducation en fait au comportement alimentaire. Et je pense que dans ce type d'expérimentation là, dans ce type d'émission, ça aurait été bien qu'il fasse appel, un peu comme la coach du sommeil, à une comportementaliste alimentaire plutôt que à une nutritionniste, ou peut-être les deux en complément, je ne sais pas, mais je pense que ça aurait quand même été important pour pas garder les choses en superficie. Je trouve ça dommage. Bah, j'avoue que de temps en temps, 1 heure après le repas, je me fais un carré de chocolat noir. C'est mon petit plaisir de fin de journée, quand tout le monde est couché. Mais bon, a priori, c'est autorisé. Julien mange un carré de chocolat le soir. Eh bien, grand bien lui fasse. Il le mange parce qu'il a envie
Et donc il est important finalement de savourer, de prendre ce temps sur ce plaisir. Il n'y a absolument pas d'horaire de collation à respecter. L'important finalement, c'est d'avoir une maîtrise sur ses envies. Donc il a envie de ce carré de chocolat, peut-être que ça va lui éviter justement d'aller grignoter d'autres choses et avoir peut-être une perte de contrôle par la suite. Qu'il continue. Maîtrise sur ses envies de manger. Pour éviter de perdre le contrôle. Je pense qu'on est bien dans de la restriction. Il n'y a pas besoin d'être dans une maîtrise au niveau des envies de manger parce qu'en fait, c'est justement en maîtrisant vos envies de manger que vous avez plus de chances d'avoir des pertes de contrôle et des compulsions après, par la suite. Pas forcément sur le moment, mais sur le long terme. Nous partons maintenant à Berlétan retrouver Alison. Pour notre maman enceinte de 5 mois, pas de body scan puisque cet examen est déconseillé en cas de grossesse. En revanche, elle ne dérogera pas à l'épreuve de la balance. Je fais 91 kg 400. Au début de l'expérience, je faisais 94 700. J'ai donc perdu 3 kg 300 grammes. C'est un bilan positif, je suis clairement contente parce que même en étant enceinte de 5 mois pleins, je suis plus mince qu'au début de l'expérience. Donc oui, je suis vraiment très contente. Pour y parvenir, Alison a eu du mal à effectuer une activité physique régulière, mais elle a adopté un nouveau régime alimentaire et s'est même libérée d'une relation un peu trop envahissante. Mon rapport au chocolat a vachement changé. J'ai beaucoup moins de pulsions, on va dire. Je peux avoir quelques envies que je vais assouvir, mais de façon beaucoup plus restreinte et beaucoup moins compulsive en fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais au tout début du reportage, on la voyait souvent manger devant la télé. Et là, quand elle prend ses repas, elle mange sur une table, pas devant la télé. Donc ça veut dire que mine de rien, je ne sais pas si c'est elle-même qui a fait le choix de ne plus être devant la télé au moment de manger ou si c'est en off, parce que je pense qu'en off il se passe aussi beaucoup de choses qui ne peuvent pas, parce qu'ils peuvent pas tout montrer je pense en vidéo, mais peut-être qu'en off elle lui a parlé, la nutritionniste, du fait de ne pas être devant la télé, ou peut-être la dictologue. Après avoir regardé les deux vidéos, je pense honnêtement que c'était intéressant cette émission. Je trouve qu'il y a eu pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses importantes aussi à dire au grand public. Après, je trouve ça dommage qu'on soit resté encore dans une histoire de régime et de rééquilibrage alimentaire et qu'on soit pas encore allé dans le fond des choses. On a entendu parler de faim, on a entendu parler de satiété, d'envie, mais on sent que c'est pas poussé. Alors, j'allais dire peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites en off, qui n'ont pas été dites forcément face caméra, mais je ne pense vraiment pas, vu comment ça a été expliqué. En attendant qu'on se revoit demain dans une nouvelle vidéo, je vous laisse comme d'habitude liker celle-ci et vous abonner si c'est toujours pas fait.